Parlons peu, parlons IE, le podcast de l'intelligence économique. Donc Antoine Paris, donc de la société Arquant Digital, qui est une société qui a une forte expertise dans le domaine des crypto-monnaies, qui est domiciliée à Paris, en France. J'ai débuté dans le contrôle de gestion, je suis diplômé de Schema Business School. J'ai été pendant 15 ans consultant en gestion de projet data, IT, et plus récemment, donc à partir de 2019, j'ai cofondé donc, cette société, donc Arquant, d'expertise dans les crypto-monnaies, avec pour ambition de rapprocher ce monde de la finance traditionnelle. Donc effectivement, Bitcoin étant par nature désintermédié et décentralisé, il constitue une alternative tout à fait solide au système traditionnel financier. Par contre, en réalité, on observe qu'encore en 2025, ces principaux cas d'usage se résument à majoritairement de la spéculation, un investissement spéculatif à court terme ou moyen terme ou de plus en plus long terme, puisqu'on observe que de plus en plus d'investisseurs investissent dans le Bitcoin quasiment comme une réserve de valeur à plus long terme, et aussi pour les transferts de fonds transfrontaliers en provenance de pays où sont établis des diasporas, de pays dont les monnaies sont plus fragiles et moins, on va dire, plus subissent une inflation plus forte que les monnaies occidentales. Ça constitue aussi un moyen de baisser assez considérablement les coûts de ces transferts et aussi le délai de traitement de ces transferts. Les crypto-monnaies représentent effectivement une alternative de plus en plus solide au système financier traditionnel. Donc depuis plus de 10 ans, il y a une véritable industrie des crypto-monnaies qui a émergé, principalement aux États-Unis et en Asie. Alors elle est susceptible de concurrencer, voire ou à minima de coexister avec le système financier traditionnel. Alors un grand nombre d'expérimentations a également eu lieu de la part de grandes institutions financières, qui a permis aussi de poser les jalons de l'interopérabilité entre l'économie réelle et le système financier traditionnel et la cryptosphère. À mon sens, il manque quand même encore 3 briques fondamentales pour une adoption plus massive des crypto-monnaies. Donc tout d'abord, une killer app vraiment capable de totalement simplifier l'accès aux crypto-monnaies et son utilisation plus massive, notamment dans le cadre des paiements. Ensuite, une plus grande interopérabilité entre le système financier traditionnel et la cryptosphère, notamment au travers de la tokenisation des actifs réels. Et ensuite, un cadre réglementaire qui soit totalement adapté à ce format de jetons numériques des crypto-monnaies ou des actifs tokenisés. Les crypto-monnaies permettent effectivement d'effectuer des transactions qui échappent potentiellement à tout contrôle et donc de contourner par là les systèmes de sanctions internationaux, notamment en n'utilisant pas le système SWIFT contrôlé par les pays occidentaux. Alors comment ça se passe ? Ça passe par des plateformes d'échange, soit enregistrées dans des juridictions autres que celles des pays occidentaux, soit par des plateformes d'échange décentralisées qui échappent à tout contrôle et qui ont des dispositifs de KYC quasi inexistants. Alors, des crypto-monnaies telles que Monero ou Zcash qui sont anonymes peuvent être utilisées dans le cadre de ces transactions, ou évidemment Bitcoin qui est pseudo-anonyme, où les portefeuilles, les détenteurs des portefeuilles ne sont pas identifiés, mais les transactions publiques. Dans ce cas, des mixeurs de crypto-monnaies peuvent être utilisés pour mélanger les portefeuilles
et perdre la trace des détenteurs des portefeuilles à l'origine de ces transactions. Donc voilà, ce sont des systèmes donc relativement efficaces. Toutefois, il existe des outils tels que Chain Analysis qui permettent grâce à la publicité de ces transactions on-chain, de remonter jusqu'à la source de ces transactions et de limiter ces transactions illicites. Alors, les principaux pays occidentaux, dont la France avec la loi Pacte en 2019 ou le Royaume-Uni dans le cadre de son dispositif Sandbox, ont une approche vraiment pragmatique et réglementent de manière itérative. Leur objectif répond à un double enjeu à la fois de compétitivité, c'est-à-dire ne pas tuer l'innovation, et de crédibilité, attirer le meilleur de la cryptosphère, tout en opérant une convergence progressive avec les normes de conformité appliquées au système financier traditionnel. Effectivement, les banques centrales ont tout intérêt à s'impliquer dans les crypto-monnaies en créant leurs propres jetons numériques plutôt que de subir l'innovation venant d'autres pays. Par ailleurs, une véritable différence d'approche existe entre, d'une part, l'approche américaine, qui est une approche hybride entre, d'un côté, des acteurs privés qui créent des stablecoins adossés à la monnaie légale, donc le dollar, et le dollar lui-même, dont la politique est évidemment contrôlée par la Fed. Étant donné le leadership des stablecoins dollars et de l'avance des États-Unis au sujet des crypto-monnaies, la Banque centrale européenne est extrêmement consciente de son rôle à jouer pour créer un euro numérique et ne pas subir le leadership, une fois de plus, américain. L'expérimentation du Salvador a été extrêmement scrutée de par le monde. Alors, elle visait à proposer une alternative à l'utilisation du dollar dans le cadre de paiement ou de transfert de fonds et à attirer également la communauté crypto-friendly mondiale au Salvador. Alors, l'utilisation des crypto-monnaies a toutefois été relativement limitée pour un certain nombre de raisons techniques liées notamment au dispositif Chivo, mais aussi liées à la volatilité inhérente au Bitcoin, qui est effectivement infiniment moins stable qu'une monnaie comme le dollar pour ce type d'utilisation. Alors, les stablecoins adossés au dollar renforcent effectivement le positionnement du dollar, notamment grâce au leadership absolument écrasant pour l'instant de ces stablecoins dollars en termes de volume de transactions en crypto-monnaie. Ils sont également l'illustration de cette approche absolument pragmatique et hybride des États-Unis qui permettent l'émergence de stablecoins privés de premier plan au niveau mondial. Singapour dans un premier temps et Dubaï dans un deuxième temps ont compris l'importance d'être vraiment en pointe dans le domaine des crypto-monnaies. Alors, ces deux places financières sont vraiment devenues des hubs financiers absolument majeurs dans leurs régions respectives, donc plutôt Moyen-Orient et Asie du Sud pour le cas de Dubaï, et Asie du Sud-Est et Chine pour Singapour. Alors, elles adoptent une démarche qui est relativement similaire aux pays occidentaux, à savoir très pragmatique, ayant pour objectif à la fois d'attirer les acteurs et les investisseurs crypto-monnaie en crypto-monnaie sur leur plateforme financière et d'offrir en même temps un cadre réglementaire qui reste ouvert à l'innovation et qui converge vers un même niveau d'exigence réglementaire que celle des pays occidentaux. Elles ont pour point fort
d'opérer dans des régions qui sont fortement appétentes aux nouvelles technologies et aux crypto-monnaies en particulier, face à des pays comme l'Inde et la Chine qui sont pour l'instant relativement en retrait dans ce domaine, donc ce qui constitue une forte opportunité pour ces deux places financières. Alors les crypto-monnaies en 2025 sont actuellement dans un cycle de marché très favorable, susceptible de se prolonger tout au long de l'année. Alors elles sont portées notamment par le marché américain qui est soutenu par sa nouvelle administration présidentielle. Les décisions qui pourront être prises dans les prochains mois aux USA pourraient encore renforcer le leadership des États-Unis, accélérer l'adoption, également accélérer l'interopérabilité avec le système financier traditionnel et également entraîner dans leur sillage les principales régions challenger que sont l'Asie et l'Europe. Parlons peu, parlons IE, le podcast de l'intelligence économique.